Le désert d'Arabie est une fournaise. Une étendue aride où la pluie ne tombe pratiquement jamais, obligeant les animaux à vivre sous une chaleur torride. Mais pendant 3 mois chaque année, une région éloignée du sud-ouest subit une transformation étonnante, devenant une oasis luxuriante à la végétation dense. Les animaux profitent de cette brève période d'abondance pour se nourrir et se reproduire. La plupart des espèces sont endémiques de la péninsule arabique. C'est à ce moment-là que la nature parvient à prospérer pendant la surprenante mousson d'Arabie. Le temps de la mousson. C'est le mois de juin au sultanat d'Oman. La chaleur de l'été écrase toute la péninsule arabique. Ici, la température peut dépasser les 51 degrés. La survie est une bataille quotidienne. Mais dans une certaine région isolée, il est possible de trouver un peu de répit au milieu de ce climat inhospitalier. Dans le sud du sultanat d'Oman, près de la frontière avec le Yémen, les montagnes du Dhofar séparent le désert intérieur de la côte. Dans la région, ces montagnes de calcaire sont appelées Djebel. L'étroite plaine côtière qui s'étend entre Djebel et la mer possède son propre microclimat tropical. Ici, les températures se maintiennent autour des 32 degrés. Au milieu du mois de juin, la terre ici est encore asséchée, poussiéreuse et aride. Mais cela ne semble pas déranger certains résidents. Les tisserins de Rupel mâles sont en pleine confection de leur nid suspendu très particulier. Les tisserins sont les oiseaux constructeurs de nids les plus habiles au monde. Ils se fabriquent des foyers élaborés à partir de brindilles, de roseaux et d'herbes. Originaires d'Afrique, les rupels sont les seuls tisserins présents en Arabie. Pendant la saison des amours, les mâles revêtent un plumage jaune vif pour attirer les femelles aux couleurs plus sobres. C'est la femelle qui choisit son partenaire. Elle le juge suivant la qualité de son nid. Si le mâle veut la séduire, il devra fabriquer un nid plus resplendissant que celui de son voisin. Première étape, poser des fondations aux nœuds solides à l'extrémité d'une branche. Les tisserins sont les seuls oiseaux connus pour leur faculté à faire des nœuds. Deuxième étape, attacher de longs brins d'herbe ou de roseaux qui serviront à dessiner la forme du nid.
Ensuite, reliez les brins de façon à former un cerceau. Ce mâle semble avoir bien avancé. Son cerceau est terminé. Il construit maintenant les murs de sa demeure en nouant des brins d'herbe autour de sa charpente. La femelle observe d'un œil critique. Le nid doit pouvoir protéger les futurs petits de la pluie qui arrivera bientôt. Les petites feuilles sont pratiques pour boucher les trous. Son excellent travail d'artisan attire le regard de la femelle. Ou peut-être regarde-t-elle simplement son voisin ? Ce mâle semble proposer du haut de gamme. Son expérience est visible par sa dextérité. Chaque nid construit permet aux tisserands de radicalement améliorer leur technique. Le voisin a presque terminé son nid, mais il reste encore du temps. La femelle ne bougera pas tant que les abris ne seront pas complètement achevés. L'agitation du tisserand indique un changement dans l'air. À la fin du mois de juin, les vents provenant de la mousson indienne soufflent sur la côte est de l'Afrique. Ils créent des turbulences dans la mer d'Arabie qui font remonter des nutriments depuis les profondeurs jusqu'en surface. Ces eaux riches et froides qui remontent insufflent une nouvelle vie aux eaux côtières. Elles permettent de refroidir les vents chauds de la mousson qui glissent sur les vagues, provoquant un amas de nuages au-dessus de la côte montagneuse du Dhofar. L'épais manteau nuageux se déplace alors vers les terres, s'étendant sur 250 km de long et 25 km de large. Il flotte d'abord au-dessus des reliefs et enveloppe ensuite la plaine côtière. Cette mousson-là est différente. Pas d'orage ni d'averse soudaine, mais seulement une brume épaisse qui plus tard se transformera en pluie. Les montagnes jouent leur rôle de forteresse en retenant l'humidité. Tout l'environnement s'imbibe à la manière d'une éponge. En quelques jours seulement, toute la région se métamorphose grâce à la brume. Mais ce n'est qu'un début. Les habitants du désert se rassemblent par milliers. Certains arrivent depuis la zone aride qui s'étend derrière les montagnes. Les troupeaux de dromadaires se rejoignent sur la côte et commencent à se repaître des richesses qu'offre la végétation abondante. Grâce à ce changement climatique qui les attire, le Dhofar est la région d'Oman accueillant le plus grand nombre de dromadaires. Les dromadaires sont parfaitement adaptés pour survivre à la sécheresse et au manque de nourriture. Leurs bosses imposantes stockent des réserves de graisse qui les nourrissent et les hydratent pendant les périodes maigres. Le festin offert par la mousson leur permet de s'engraisser et de remplir cette réserve d'énergie indispensable à leur survie. Les dromadaires sont de grands voyageurs. Les feuilles et les branches d'arbustes constituent 70% de leur alimentation.
Mais ils adorent aussi brouter le tapis d'herbe et les fleurs sauvages qui recouvrent le sol. Leurs lèvres épaisses les protègent des plantes épineuses du désert et leur permettent d'arracher les racines qu'ils trouvent dans la terre. Face à une telle profusion de nourriture, ils n'ont que l'embarras du choix. Même s'ils semblent vagabonder librement, ces animaux ne sont pas sauvages. Les dromadaires d'Arabie ont été domestiqués par l'homme il y a plus de 3000 ans. Ceux-ci appartiennent à des bergers du Dhofar. Certains de ces éleveurs issus d'ethnies indigènes transhument avec leurs bêtes depuis le désert jusqu'au pâturage verdoyant des plaines. Les dromadaires passeront tout l'été à errer tout en broutant l'herbe de la vaste plaine. Bien que la mousson soit habituellement associée à l'Asie, le terme lui-même tient ses origines d'un mot arabe signifiant « saison ». Ici, dans le Dhofar, la mousson d'Arabie est appelée « khalif » par les locaux. Au début du mois de juillet, la brume épaisse devient pluie. Une bruine légère qui ne cesse de tomber. Maintenant que la végétation a repoussé, les invertébrés sortent de leur cachette. Le reste de l'année, ces escargots évitent les rayons brûlants du soleil. Ils émergent maintenant de leurs abris et recouvrent les arbres en grand nombre pour en absorber l'humidité. Les chenilles aussi reprennent leur activité. Certaines de ces larves à l'appétit dévorant peuvent manger jusqu'à 27 000 fois leur poids en seulement quelques semaines. D'autres espèces sont aussi à la recherche de leur repas. Les oiseaux profitent grandement de la présence des invertébrés. Ce souimanga brillant raffole des aliments sucrés. Ces oiseaux très dynamiques sont les plus grands des 4 espèces de souimanga qui peuplent Oman. Ils sont attirés par le nectar des hibiscus en fleurs. Bien qu'ils ressemblent aux colibris, ils n'ont pas la même habilité à voler que leurs cousins à plumes. Leur long bec recourbé leur permet d'atteindre les profondeurs de la fleur d'hibiscus où leur langue, qui fait 2/3 de la longueur de leur corps, peut alors aspirer le nectar. Beaucoup d'autres fleurs vont éclore durant toute la durée de la mousson. Dans la colonie des tisserins, certains mâles ont pratiquement fini la construction de leur logis. Les femelles vont bientôt pouvoir passer à l'inspection pour choisir leur partenaire. Le mâle expérimenté qui avait devancé les autres donne la dernière touche à son œuvre.
Son nid sphérique tout neuf sera bientôt habitable. L'entrée est orientée vers le sol. Elle offre un accès pratique aux tisserins tout en compliquant la tâche des prédateurs. Le mâle est fin prêt à faire visiter sa propriété. Il bat des ailes, suspendues près de l'entrée, pour attirer l'attention de la femelle. Quand il réalise son succès, il laisse la place pour lui permettre d'examiner le nid et continue sa parade en restant bien visible. Elle ne semble pas accepter son invitation, ayant apparemment des vues sur d'autres. Non loin de là, un voisin lui présente une alternative tout en verdure. Deux choix s'offrent à elle. Mais le mâle expérimenté n'a pas dit son dernier mot. Il attire à nouveau l'attention sur son nid. Cette fois-ci, la femelle le remarque. Sa ténacité de voltigeur finit par payer. Il accélère immédiatement ses battements d'ailes pour augmenter ses chances de conclure le débat. Et apparemment, cela marche. Voilà un signal bien connu, synonyme d'ennui pour le jeune couple. Le coucou d'Idrik, venu d'Afrique pour se reproduire pendant la mousson, représente une réelle menace pour les tisserins. Les femelles éjectent les œufs des tisserins pour les remplacer par les leurs. Les tisserins doivent rester vigilants face à ces envahisseurs venus d'Afrique le temps d'une saison. Le Dhofar accueille de nombreuses espèces africaines. Certains, comme le coucou, y viennent seulement pendant la migration. Mais d'autres ont décidé d'y rester. Pendant le printemps où une eau cristalline coule à flot, ce tchitrek d'Afrique chasse les insectes. Non loin de là, le martin-pêcheur à tête grise se tient silencieux sur son poste d'observation. Contrairement à la plupart des martins-pêcheurs, celui-ci ne lorgne pas sur les poissons. L'oiseau leur préfère les insectes terrestres. Mais aucune proie n'est en vue pour l'instant. Il va falloir patienter. Il n'y a pas que les oiseaux qui viennent d'Afrique. Sur les pentes escarpées des massifs, vit un petit mammifère très discret. C'est le damen des rochers, ou dassi, comme on l'appelle en Afrique. Chaque matin, c'est avec prudence que les damens sortent de leur terrier.
Ces petits mammifères timides sont constamment sur le qui-vive. Et le danger vient souvent du ciel. Les prédateurs aériens, surtout les aigles, sont une menace constante. Le ciel est dégagé, ils émergent un par un. Même s'il ressemble à un rongeur, son plus proche cousin parmi les mammifères terrestres vivants est l'éléphant. La vie en colonie repose sur la force du plus grand nombre. Celle-ci est composée d'environ 20 membres. Une sentinelle surveille les prédateurs, pendant que le reste de la colonie profite du soleil, pendant une éclaircie longtemps attendue. Lorsque la sentinelle repère un danger, elle donne l'alerte en émettant un petit cri strident. Pour l'instant, aucune menace ne les guette. Mais pour ces petits mammifères bien charnus, elle n'est jamais très loin. Quand vient le mois d'août, les effets du khalif sont à leur maximum. Il est très rare de voir des chutes d'eau en Arabie. Il y a seulement 6 semaines, ces falaises étaient complètement asséchées. Il tombe plus de pluie dans le Dhofar que dans tout le reste de l'Arabie combinée. Malgré cela, elle n'est habitée que par un seul amphibien, le crapaud du Dhofar. C'est la pluie qui lance la période de reproduction de ce crapaud. Autour des oueds, les mâles grimpent sur les femelles plus corpulentes. Ils devront bien s'accrocher s'ils veulent assurer leur descendance. Pendant que la pluie continue de tomber tout au long du mois d'août, les dromadaires d'Arabie broutent leur chemin dans la végétation née grâce à la mousson. Ici, les dromadaires jouent le rôle des girafes en Afrique, mastiquant les feuilles que d'autres ne peuvent atteindre. Leur cou est constitué d'autant de vertèbres que le plus grand des mammifères terrestres. Ils partagent aussi avec la girafe un goût certain pour l'acacia, même si aujourd'hui, cet arbre à feuilles persistantes montre qu'ils aiment diversifier leur alimentation. Ce glouton utilise la force de sa mâchoire inférieure pour briser les branches feuillues. Mais il n'a pas besoin de les mâcher, du moins pas la première fois. Le dromadaire est un ruminant. Cela signifie qu'il mâche sa nourriture plusieurs fois. Chaque bouchée qui est avalée fermente dans l'une des 3 chambres qui composent son estomac, avant de régurgiter l'herbe ruminée pour la mastiquer à nouveau. Mais pour l'instant, il reste beaucoup de feuilles à avaler avant de penser à cela. La mousson apporte d'autres offrandes inattendues aux dromadaires.
L'afflux d'eau douce ranime les lagons de la côte, qui deviennent alors des zones de reproduction parfaites pour les poissons. Les lagons attirent beaucoup d'oiseaux, comme cette aigrette. Mais les dromadaires ne sont jamais contre une petite baignade. Un petit troupeau dîne sur un banquet aquatique. Les dromadaires peuvent boire jusqu'à 200 litres d'eau en seulement 3 minutes. Mais la plus grande partie de leur réserve provient de leur nourriture. Dans un environnement où les étendues d'eau se font rares, un lagon comme celui-ci permettra à ce troupeau de se nourrir, de se rafraîchir et de s'hydrater. À la fin du mois d'août, la colonie de tisserins est en pleine ébullition. Les femelles sont occupées à recouvrir de plumes le nid qu'elles ont sélectionné, tout en évitant ceux qu'elles n'ont pas appréciés. Notre jeune mâle est en pleine déconstruction de son nid durement bâti. Il n'est jamais simple de se faire rejeter. Il faut parfois plusieurs tentatives avant que le nid d'un mâle soit accepté par une femelle. Le mâle expérimenté et sa partenaire sont tout aussi occupés. Voilà 2 semaines que la femelle a pondu ses œufs. Dans le nid, la vie est apparue, sous l'apparence de 3 petits becs. Plus il y a de becs, mieux c'est. Cela signifie souvent qu'il n'y aura pas d'oisillons parasites de coucou à élever. La femelle tisserin pond généralement 2 œufs. 3 petits sont synonymes de plus de travail pour la mère. Les chenilles sont très nutritives, mais elle ne peut en ramener qu'une à la fois. Comme toutes les mères du règne animal, elle se retrouve souvent confrontée aux inconvénients de la maternité. Les oisillons défèquent dans leurs couches jetables que la mère retire pour garder le nid bien propre. Les jeunes tisserins resteront au nid jusqu'à leur 18e jour. Un approvisionnement incessant de papillons et d'insectes leur permet de grandir rapidement. Alors que la mère est occupée à nourrir les petits, le mâle hyperactif a déjà construit un nouveau nid et trouvé une nouvelle partenaire. La plupart des tisserins sont infatigables. Le mâle rupelle peut avoir jusqu'à 3 partenaires dans une saison. Gérer tous ces accouplements et la construction des nids est un travail éprouvant. Ils n'auront aucun répit tant que le ralif ne sera pas terminé. Plus haut,
haut sur le massif, la visibilité n'est pas idéale pour les damènes des rochers. Il sera difficile pour la sentinelle d'apercevoir les prédateurs tant que la brume perdurera. Malgré leur prudence, les adultes s'aventurent hors du terrier pour chercher de la nourriture. Les damènes se nourrissent principalement d'herbes. Ils mangent différentes espèces de plantes basses. Mais la mousson leur offre d'autres opportunités à l'écart de leur terrier. Le commiphora, aussi appelé myrte d'Abyssinie, est une espèce endémique de la région. Les feuilles se font rares sur les branches de cet arbuste, mais elles regorgent des nutriments nécessaires aux damènes. Cependant, les atteindre requiert beaucoup d'audace et d'agilité. Celui-ci prend le temps de bien s'équilibrer. Mais il semblerait qu'un autre soit déjà passé par là. Les damènes des rochers sont de très bons grimpeurs. Leurs pattes sans griffes ont une texture caoutchouteuse qui leur permet d'escalader sans problème les pentes rocheuses. Mais sur les petites branches de l'arbuste, c'est une autre histoire. Les damènes mangent à toute vitesse. Cela leur permet de ne passer qu'1 heure par jour à se nourrir. Moins de temps à découvert signifie moins de chances de devenir la cible d'un prédateur. Comme les dromadaires, les damènes possèdent un estomac à 3 chambres qui facilitent leur digestion. Ce ne sont pas des ruminants. Ils n'ont pas besoin de mastiquer leur nourriture plusieurs fois. Mais les bactéries peuplant leur estomac rendent la digestion tout aussi efficace. Un signal d'alarme vient troubler leur tranquillité. La silhouette bien reconnaissable de l'aigle vole au-dessus du massif. Les aigles de Véro se reproduisent ici dans les montagnes du Dhofar. Ils sont la plus grande des menaces pour les damènes. Celui-ci est venu accompagner. Les couples chassent à plusieurs. L'un attire l'attention des damènes, pendant que l'autre fond sur une proie. Les damènes se cachent parmi les rochers. Mais apparemment, l'un d'eux n'a pas été assez rapide. Au mois de septembre, la brume de la mousson se dissipe. C'est le début des beaux jours. Pendant la saison humide, les reptiles ont tendance à faire profil bas. Ils préfèrent les temps secs. Mais maintenant que les journées sont lumineuses, un lézard tout en couleur décide de se montrer.
C'est un caméléon d'Arabie. Le sultanat d'Oman abrite 103 espèces de reptiles. Mais cette espèce de caméléon est la seule de toute la péninsule arabique. On ne le trouve qu'ici sur la ceinture des moussons. Il vit principalement sur le sol, contrairement à d'autres caméléons arboricoles. Lorsqu'il se montre à découvert, il fait de son mieux pour se fondre dans son environnement. Les caméléons sont célèbres pour leur capacité à changer de couleur. Cette faculté leur offre un camouflage nécessaire. Elle leur permet aussi de réguler leur température et de montrer leurs émotions. Dès qu'il se met à couvert, il devient pratiquement invisible. Ses yeux sont indépendants l'un de l'autre, ce qui lui permet de surveiller le danger à la fois devant et derrière. Il arrive sur un arbre et change à nouveau de couleur. En se fondant dans les branches, ce reptile, pas comme les autres, restera incognito si jamais les aigles reviennent dans les parages. Plus haut, dans les branches d'un figuier, un festin a commencé. Un colombard Wahalia se délecte de ce fruit bien mûr. Ce sont les caroténoïdes contenus dans la figue qui donnent aux pigeons ces couleurs jaunes et vertes. C'est durant cette période que le plumage de l'oiseau est le plus resplendissant, lorsque les fruits sont enfin mûrs. À la fin du mois de septembre, le Khalif n'est plus qu'un lointain souvenir. Le flot bouillonnant des chutes ne résonne plus dans la vallée. Les jours deviennent plus lumineux et plus secs. Ce changement de saison convient parfaitement aux damènes qui adorent le soleil. Au sommet du massif, les aigles sont repartis, laissant derrière eux des souvenirs funestes de leur passage. Pendant que la sentinelle rejoint son poste d'observation, les mammifères profitent du retour du soleil. Les damènes ont une mauvaise thermorégulation. Comme pour les reptiles, se prélasser sous le soleil leur permet de se réchauffer sans gaspiller d'énergie. Les pluies du Khalif sont déjà loin, mais elles ont laissé un cadeau de départ. Des petits. Les femelles damènes font coïncider la naissance de leur progéniture avec la mousson. Les petits restés camouflés dans les rochers n'hésitent plus à sortir maintenant que la nourriture est abondante. Les jeunes restent à la crèche située à proximité de l'entrée d'un terrier. Serrés les uns contre les autres, ils n'ont aucun mal à se réchauffer. D'autres se sont déjà un peu éloignés et s'entraînent à l'escalade.
Ces deux-là semblent plus téméraires que leurs copains de la crèche. Ils se dirigent vers le buisson de myrte où les adultes sont en train de manger. Ce n'est pas cet adulte qui leur donnera des leçons d'escalade. Peut-être qu'un jeune plus léger s'en sortira mieux ? Les jeunes d'Amen apprennent très vite. Ils courent et sautillent quelques heures seulement après leur naissance. Mais gérer son équilibre est un autre défi. Il y aura d'autres leçons aussi difficiles que celle-ci. C'est la pratique qui permettra aux Damen de développer les facultés qui les intégreront à la colonie. Quand le mois d'octobre arrive, la plupart des nids de tisserins ont déjà commencé à dépérir. Le nid du mâle expérimenté est maintenant vide. Les jeunes oiseaux sont restés dans les environs avec leur mère. Ils sont encore trop jeunes pour se débrouiller tout seuls. Ils ne cessent de réclamer à manger à leur mère. Tout près de là, ce jeune coucou a quitté le nid depuis longtemps déjà. Un couple de tisserins a été berné et l'a élevé comme s'il était leur oisillon. Mais il devra maintenant s'en sortir seul. Même si la pluie a cessé depuis longtemps, les tisserins continuent de se reproduire. Comme d'habitude, le mâle expérimenté a déjà un nouveau nid, une nouvelle partenaire et de nouveaux oisillons, tout aussi affamés que les précédents. Mais la période de reproduction touche à sa fin. Le mâle commence à perdre son plumage jaune vif qui distingue les oiseaux matures des plus jeunes. Son plumage d'apparat se ravivera au printemps prochain lorsqu'il tentera à nouveau de fonder une famille. Maintenant que la brume et les flots des rivières ont disparu, le luxuriant banquet de saison s'appauvrit doucement. Les dernières figues et autres fleurs aideront à stocker de la graisse en prévision des temps difficiles. L'immense tronc de ce baobab africain contient assez d'eau pour permettre à l'arbre de survivre jusqu'au retour des pluies. Alors que les brins d'herbe s'assèchent, les dromadaires reprennent leur route vers d'autres contrées, accompagnés par leurs bergers. Leurs estomacs sont pleins, leurs bosses raffermies, chacune d'elles contenant plus de 36 kilos de graisse. Cette réserve d'énergie vitale les aidera à supporter l'interminable hiver aride qui les attend.
Le temps de la mousson est maintenant terminé. Le troupeau doit rejoindre le désert qui s'étend derrière les montagnes. L'année prochaine, la pluie reviendra. Et une fois de plus, elle transformera les montagnes arabes du Dhofar.